J'ouvre le troisième temps de cette journée sur la réception des mauvaises filles, lecture et réécriture. Nous allons pouvoir écouter trois contributions, à commencer par les filles rebelles de prix lycéen de Filles en aiguille, Frasquita, Vera, Charlotte ou la quête d'identité. C'est Madame Laurence Olivier Messonnier de l'Université de Clermont-Ferrand qui va nous présenter cette contribution. Laurence, vous êtes professeure agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française et comparée, et les axes de recherche sur lesquels tu travailles, c'est guerre et littérature de jeunesse, littérature française et francophone du XXe et du XXIe siècle, alors sur différents axes, différents domaines, que ce soit le multiculturalisme, la famille et dans la famille et guerre, les minorités et le rapport texte-image, mais aussi un troisième axe de recherche sur la didactique de la littérature. Ton laboratoire de rattachement est le CELIS, le Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique. Et dans les principales contributions sur lesquelles mon œil s'est arrêté. Il y a l'ouvrage qui est paru en 2012 chez l'Harmattan dans la collection critique littéraire qui s'appelle « Guerre et littérature de jeunesse, 1913-1919 ». Analyse des dérives patriotiques dans les périodiques pour enfants. Il y a aussi l'ouvrage chez l'Harmattan dans la même collection qui s'appelle « Enfants de troupe, les descendants du tambour d'Arcole, entre mythe et réalité ». Et alors, j'avais repéré aussi l'article « Bécassine, avatar féminin de Candide, les albums de guerre de Commery et Pinchon » dans les cahiers Voltaire, la revue annuelle de la Société Voltaire qui est parue en 2014, et celui aussi qui s'intitule « Les pieds nickelés, une littérature de jeunesse populaire et cocardière aux richesses insoupçonnées, 1913-1917 », même si ça nous éloigne un petit peu de nos mauvaises filles, dans Interférences littéraires, et qui date de 2009. Nous t'écoutons. Tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs de cette journée parce que voilà, ils me permettent de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai donc intitulé « Filles rebelles de prix lycéen, de Filles en aiguille, Frasquita, Vera, Charlotte ou la quête d'identité ». Donc en 1969, Barthes disait que la littérature, c'est ce qui s'enseigne. Un point, c'est tout. En pastichant la formule, ne pourrait-on pas dire que la paralittérature, c'est ce qui se lit, un point, c'est tout. Il est unanimement reconnu que les lectures imposées par les instructions officielles aux lycéens sont souvent assimilées à un pensum, confirmant d'ailleurs la dichotomie entre lecture éducative et récréative. Il est vrai que la notion de littérature se construit par l'école et cette dernière, selon Gilles Béotegui, canonise des œuvres de belle langue inadaptées aux élèves. Dans cette perspective, les prix lycéens appartiennent à une exception car recommandés par le ministère de l'Éducation nationale pour l'acte de lecture qu'ils nécessitent auprès des élèves et la motivation concurrentielle qu'ils suscitent, ils ne font toutefois pas partie des listes officielles pour les classes de seconde, première et terminale. Donc l'étude proposée aujourd'hui tire son intérêt du domaine d'investigation envisagé, lecture lycéenne, du corpus choisi, prix littéraire décerné par les lycéens eux-mêmes et bien évidemment des héroïnes mises en scène, trois filles maudites et rebelles. Alors, ainsi seront mises en regard Frasquita dans Le cœur cousu de Carole Martinez, Vera Candida de Véronique Ovaldé dans Ce que je sais de Vera Candida et Charlotte donc, de David Fuenquinos donc, dans le roman éponyme Charlotte, donc respectivement prix Renaudot des lycéens 2007 pour Le cœur cousu, prix Renaudot des lycéens 2009 pour Ce que je sais de Vera Candida et prix Goncourt des lycéens 2014 pour Charlotte. Donc je souhaiterais examiner en quoi ces filles sont mauvaises, mais attachantes également, comment leur personnage se construit et surtout comment elles participent aussi à l'extension du domaine de la lutte paralittéraire, pour paraphraser un autre roman.
Et donc ces 3 romans de la route adolescente seront ainsi examinés sous 3 angles, afin de mieux cerner ce que j'appellerais les schèmes d'une lecture adolescente. Un angle réceptif, au miroir de la théorie de l'esthétique de la réception de Josse, un angle générique et narratologique qui permet de décrypter des personnages féminins de la 3e génération, peut-être au filtre de la théorie de la rébellion, de la Beat Generation, et l'angle mythocritique qui examine les filles rebelles à la lumière des mythes d'Antigone, d'Orphée, mais aussi peut-être au prisme des légendes de Lot, Lilith et Judith. Donc, ces mauvaises filles seraient-elles des mauvaises filles pour de mauvais lecteurs? La polémique parfois qu'engendrent d'ailleurs ces romans à leur parution et lors de leur élection témoigne en creux de leur qualité confrontée à la doxa littéraire institutionnelle. Ces mauvaises filles de prix lycéen abordent le problème de la morale en littérature. Et le sujet abordé lors de cette journée d'études met en exergue le paradoxe d'une littérature exposant des actes répréhensibles et de l'acceptation des instances officielles qui la recommandent à des lecteurs en pleine maturation que sont les adolescents. Et si l'on considère donc la loi du 16 juillet 1949, la présentation aux adolescents de romans destinés initialement aux adultes suppose donc l'existence d'une rééducation interne au récit, la lecture de mauvais genres littéraires faisant elle-même office de redresseur de tort. La présentation de filles fourvoyées de ces 3 romans est donc indispensable même à la compréhension du mécanisme de réception. Donc je vous ai fait distribuer quelques courts résumés de chacun de ces ouvrages, notamment donc pour le premier de Carole Martinez, donc Le cœur cousu. Eh bien, dans cette histoire, il s'agit de Frasquita Carrasco et de ses enfants, donc évoqués à travers la plume de Soledad, la fille cadette de Frasquita, née à Santa Vela, village du sud de l'Espagne. Et donc, détentrice d'un secret transmis de génération en génération, elle est initiée par sa mère, dès sa puberté, aux prières ancestrales et reçoit une mystérieuse boîte transmise dans la famille depuis la nuit des temps, boîte dans laquelle elle découvre fils et aiguilles, s'initie à la couture et devient une couturière exceptionnelle, mais qui ne se contente pas de rapiécer des chiffons, elle coud les êtres à la vie. Donc elle va transmettre ses dons singuliers à chacun de ses enfants, mauvaise fille, enfantant aussi une lignée de mauvaises filles. Pour ce qui est de Véronique Ovalde, avec ce que je sais de Vera Candida, elle nous présente une Amérique du Sud imaginaire dans laquelle nous suivons les tribulations de 3 générations de femmes: Rose Bustamante, prostituée, puis pêcheuse de poissons volants, sa fille, Violette, jolie fille amoureuse, sa petite fille, Vera Candida, au sourire mystérieux, au regard hypnotique, et toutes sont des mères célibataires qui affrontent des hommes malhonnêtes, violeurs, pédophiles. Et lorsque Vera Candida apprend qu'elle est enceinte à 15 ans, elle décide de quitter son île natale de Vatapuna pour la ville de Laomeria sur le continent. Donc de la forêt tropicale envoûtante, elle passe à une jungle urbaine qui n'est pas sans faire penser aux dictatures d'Amérique latine des années 70. Donc son périple tient d'une initiation, mais ressemble aussi à une quête qu'on pourrait dire ontologique, qui prend ses sources dans l'image de mauvaise fille d'ailleurs que lui renvoie le palais des morues, où elle va être hébergée, mais aussi l'usine des paniers repas, ou dans le refuge des filles mères. Enfin, pour ce qui est de David Fuenquinos, Charlotte est donc un roman qui rend hommage à Charlotte Salomon, née à Berlin en 1917 et morte à 26 ans, assassinée par les nazis à Auschwitz alors qu'elle était enceinte. Toute sa vie durant, Charlotte essaie de se détacher d'une lignée maternelle maudite, quitte à passer pour une mauvaise fille. 13 de ses ascendants se sont suicidés et elle décide de vivre, s'enferme, peint, adore et excelle dans le dessin. Elle vit entre un père chirurgien de renom, une belle-mère cantatrice célèbre. Et elle va d'ailleurs s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, triompher lors du concours final, mais elle ne peut recevoir le prix, dont elle ne peut recevoir le prix puisqu'elle est juive. Elle doit fuir, se rend à Nice et sera arrêtée par Aloïs Brunner suite à une dénonciation. C'est une fille secrète, une artiste à l'œuvre polymorphe qui subvertit les cordes de la pensée et du dessin dans une œuvre unique, pensée d'ailleurs comme un opéra, qui allie la gouache et la musique. Et son histoire est jalonnée d'obstacles humains qui seront réunis dans une œuvre intitulée « Vie ou théâtre ». Donc le roman de Fuenquinos est un long poème narratif dont les vers libres, donc si l'on entend ces remarques, entendent conjurer, dit-il, une folie menaçante par leur brièveté. Il s'est imposé de ne pas écrire plus de 53 signes
par vers. Donc il explique qu'il entend ainsi restituer la respiration d'un petit animal affolé et dont le cœur surveille le démon familial. Donc ces romans, évidemment, obéissent au concept de ce que Bakhtin appelle un chronotope, c'est-à-dire une corrélation essentielle des rapports spatio-temporels tels qu'elle a été assimilée par la littérature, le temps servant de repère à l'espace et réciproquement l'espace au temps. Et il est vrai que ces trois romans présentent un ancrage, aussi bien spatial qu'historique, suggéré entre autres par des allusions à la Seconde Guerre mondiale pour Véronique Ovalde et David Fuenquinos, et une révolte anarchiste espagnole également pour Carol Martinez. Mais la proximité des personnages féminins et des lecteurs favorise évidemment ce phénomène d'identification. Le rapprochement par l'âge, l'état d'esprit rebelle également, la construction initiatique, les déboires, les dénouements tragiques captent l'intérêt et précipitent ce qu'on peut appeler la lecture plaisir. Enfin, ces trois romans exaucent aussi un des grands thèmes chers à la littérature adolescente, qui est la famille, la transmission générationnelle, dont les filles ont la charge. La découverte de la sexualité via l'initiation sous-tend ces œuvres qui s'apparentent aussi au roman d'apprentissage. Le roman de Véronique Ovalde tient, et je reprends ses propos également quand elle est interrogée, d'une fable exotique et parabolique. Celui de Carol Martinez d'un conte baroque et celui de David Fuenquinos d'une biographie romancée en vers libre qui mêle discours poétique et même métatextuel au travail de l'historien et du biographe. Tous émanent d'une littérature canonique et rappellent que le texte ne prend sens que par la collaboration du lecteur, une coopération interprétative, pour reprendre les exemples, les expressions plus exactement de Umberto Eco. Aussi, on peut envisager ces romans sous l'angle de la théorie de la réception. Pour Josse, l'œuvre littéraire n'est rien indépendamment de sa réception qui détermine son sens, son succès, son destin. Et la tradition herméneutique dans laquelle s'inscrit le théoricien permet de mieux comprendre l'écho de ces romans contemporains de mauvaises filles. En effet, selon cette tradition, on peut reconstituer l'horizon d'attente d'un texte littéraire, l'ensemble des critiques et des critères esthétiques et éthiques qui régissaient le contexte originel de réception. Dans le cas présent, la distance temporelle est quasi inexistante et donc efface ce problème de déphasage. Mais elle permet aussi, d'une certaine façon, de rejoindre une forme de déconstructionnisme à la manière de Derrida, et au sujet donc de la manière dont on reçoit un roman dans la culture du lecteur contemporain. Alors le phénomène est notable notamment dans Charlotte, qui conjugue cette esthétique littéraire, plastique et musicale. L'héroïne se distingue par ses productions subversives, ce que les nazis considèrent comme un art dégénéré, et que l'auteur présente en vers courts de 4 à 8 syllabes pour mieux ancrer la cristallisation qui s'opère à la découverte de vie ou théâtre, l'œuvre de Charlotte, puisque David Fuenquinos raconte comment il a procédé également pour écrire son roman, et il est donc littéralement fasciné par la découverte de cette œuvre. Donc voilà ce qu'il écrit: Warburg et la peinture, les écrivains allemands, la musique et la fantaisie, le désespoir et la folie, tout était là, dans un éclat de couleurs vives, car elle peint en même temps. Le personnage de Charlotte, de même que celui de Frasquita et de Vera, déjoue tous les poncifs paralittéraires. Leur rébellion leur donne leur titre de noblesse, et ainsi elles cristallisent un bon nombre d'aspirations et de désillusions, parce qu'il faut dire aussi qu'elles sont sensibles au plaisir de la chair. Cette littérature qui nous est proposée dans ces 3 romans est une littérature sexualisée, on pourrait même dire sexuée, compte tenu de 2 auteurs, et propose aussi une transgression immorale. Les 3 héroïnes présentent en particulier un physique charmeur, décrit parfois, il est vrai, peut-être avec quelques lieux communs. Charlotte, ainsi, est présentée belle avec de longs cheveux noirs comme des promesses. Mais en matière de mauvaise fille, c'est tout de même Violette, la fille de Rose Bustamante, qui est un personnage caricatural, reflet de l'union univoque et sans amour d'ailleurs d'un psychopathe russe albinos et d'une femme mûre de 45 ans. Fillette chétive et débile, elle est illettrée, lente, couche avec tous les garçons et boit plus que de raison depuis qu'elle avait eu le bras brisé et se consolait avec du ratafia. Présentée comme une jeune femme donc vide et sans bonté, elle tombe enceinte à 15 ans et est incapable de s'occuper de sa fille. Elle l'aime, mais la brutalise. Et gangrénée par l'atavisme de la débauche, elle aime se prostituer. Paresseuse, colérique, vénale,
Elle semble regrouper tous les critères moraux, psychologiques de la mauvaise fille, associant tard intellectuel et comportement immoral. Elle meurt à 30 ans, son cadavre est découvert sous les palétuviers rongés par les fourmis. Ces mauvaises filles égarées, à vrai dire, ont des excuses. Orphelines de mère, elles souffrent d'un manque d'amour maternel, sont aux antipodes des personnages simplistes décriés par la critique littéraire au sujet de la paralittérature. Et d'ailleurs, il faut dissocier ces filles désavouées par l'institution littéraire car simples et inintéressantes de ces mauvaises filles complexes, immorales, tour à tour désinhibées et repliées sur elles-mêmes. À l'origine de la déshérence de ces trois filles puissantes, pour reprendre le titre de Marianne Ndiaye, que sont Frasquita, Vera et Charlotte, se trouve une figuronie masculine. Dans les trois cas, la vie des adolescentes prouve que l'humanité n'est pas seulement l'ensemble des humains, mais aussi la qualité propre à chaque humain, celle qui distingue du monstre, selon la théorie de Hannah Arendt, que d'ailleurs Charlotte Salomon avait rencontrée dans le camp de Gurs où elle avait été internée. Et donc, elles sont des passeuses de mémoire et elles veulent éradiquer une sorte de totalitarisme moral et familial. Elles affrontent la complexité du réel. Et ainsi, du personnage au lecteur, ces romans nous montrent l'adolescence féminine au miroir d'une littérature dite adolescente. Ces romans incantatoires se lisent comme des histoires transmises de mère en fille à travers 3 générations de femmes qui affrontent la violence des hommes, la maternité, construisent un univers teinté de fantaisie, de merveilleux et choisissent de rompre avec la fatalité. Charlotte, pourrait-on dire, est un Janus féminin, avec une face tournée vers le passé familial, atroce, et une autre vers l'avenir contestataire. Soledad tisse elle-même de métaphores florales et couturières le cordon ombilical indéchirable qui relie le ventre à la mort. Ma mère a fait de moi son vivant tombeau. Je la contiens comme elle m'a contenue, et rien ne fleurira jamais dans mon ventre que son aiguille. Et ce faisant, la célibataire qu'elle a décidé d'être reçoit les colibés de la componction. Ayant choisi de créer plutôt que de procréer, elle reçoit tout ce qui peut être négatif. La garce n'a même pas de père et elle fait la difficile, dit-on autour d'elle. Elle réhabilite sa mère mauvaise fille par l'écriture en démontant les griefs d'antéchrist dont on l'accuse. Car qu'en est-il d'une mauvaise fille face à la loi du sacro-saint? Quel moyen existe-t-il de se racheter? Peter von Matt, dans son essai consacré aux enfants en perdition, pose la question de la légitimation de la loi qui établit un clivage entre les bons et les mauvais, entre les bons enfants et les mauvais enfants. En effet, être mauvais n'entre dans aucune catégorie juridique, malgré quelques corrélations sporadiques avec des faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales. Il y a donc déplacement, dit-il, du tribunal de la sphère juridique institutionnelle au cercle familial ou environnemental. Il y aurait un ordre supérieur, dépassant l'ordre établi au nom du sacro-saint, néologisme redondant, stigmatisant l'auteur d'une double faute, contrevenant à la loi à la fois du sacer et du sanctus. Il serait qualifié de mauvais pour ne plus respecter la généalogie morale établie dans l'œuvre littéraire et pour rompre le pacte d'esthétique morale au nom de satisfaction et de pulsion personnelle. Ainsi se distinguent 3 voies d'infraction du code sacro-saint. D'abord, une provocation ouverte, qui désigne alors le contrevenant à la vindicte familiale ou publique. C'est le cas, on l'a vu tout à l'heure, de Violette Bustamante, qui se plaît à aguicher les hommes dès sa puberté. La deuxième voie est celle de la rupture avec la croyance en cette norme établie. C'est le cas de Vera Candida, de Frasquita Carrasco ou de Charlotte Salomon. Frasquita, par exemple, entend mener à bien sa quête d'absolue couture de l'existence, par des tissages exceptionnels, sa capacité à prendre en charge aussi la destinée de jeunes filles, mères, dont elle doit cacher la faute par des robes d'art magiques. Et la troisième voie d'infraction, donc, c'est celle qu'ont choisie aussi ces héroïnes. C'est une voie qui consiste à remplacer le sacré par une autre figure de lui-même, conjugaison donc des 2 autres variantes fondamentales et rationalistes pour former une troisième croyance, foi raisonneuse et piété rebelle, pour reprendre les termes de Peter von Matt. Elles affichent sciemment leur rejet de l'arbitraire au prix de la condamnation et transforment l'objet de haine et d'opprobre qu'elles sont devenues en modèle. Les filles devenues femmes sont marginalisées par leur entour et décident de mener un parcours initiatique personnel qu'elles cousent sur mesure dans une démarche de réprobation.
Et en effet, c'est ce processus de réprobation personnelle qui va les enrichir. Les mauvaises filles tiennent leur réputation de phénomènes étranges qui dérangent, exhument de vieilles craintes superstitieuses. Frasquita Carrasco a dans son village du sud de l'Espagne une réputation de magicienne ou de sorcière. Ses dons se transmettent aux vêtements qu'elle coud, aux objets qu'elle brode. Frasquita, dès la puberté, le roman d'ailleurs s'ouvre sur le chapitre intitulé « Le premier sang », reçoit en héritage une mystérieuse boîte qu'elle doit soigneusement cacher et n'ouvrir qu'un an plus tard. Et en fait, cette boîte va donner lieu à une véritable ekphrasis dans le livre. Donc je vous laisse le soin de découvrir. Avec cet art ciselé, on va dire, de la description, la boîte était pleine de bobines de fil de toutes les couleurs et des centaines d'épingles étaient plantées, etc. Fixées au couvercle par de fines lanières de cuir, une paire de ciseaux finement ouvragés dans un petit étui de velours rouge, un dé à coudre tout simple et soigneusement aligné le long d'un large ruban bleu, quelques aiguilles de toute taille. La transmission d'un objet symbolique modifie le regard du récipiendaire sur le monde, quitte à en faire un paria. Et la marginalisation est plus immédiate et sensible lorsqu'il s'agit d'une fille. Et donc, 3 points réunissent ces héroïnes sous la bannière d'une contre-loi qu'elles ont faite leur au nom de l'indépendance féminine sacrée à leurs yeux. Le suicide, l'onomastique, le rapport à la guerre. Et cette littérature sexualisée est au cœur du problème des mauvaises filles adolescentes, car elles sont exploitées dans leur féminité, quitte à en faire des allégories en temps de guerre. En effet, ces mauvaises filles tuent le père. À l'exception de Charlotte, les autres filles sont à la recherche du père et vont jusqu'à le tuer après avoir franchi ce qu'on pourrait appeler le stade du miroir, pour reprendre une expression lacanienne. Tuer le père de ses enfants, son propre père, tel est l'acte mauvais auquel aspirent les fillettes devenues femmes. Pour cela, il faut remonter aux origines. Chez la fille, comme pour le garçon, la mère est le premier objet d'amour. Et quand la fillette découvre que sa mère et elle sont castrées au niveau imaginaire, elle peut réagir de 3 façons. Rejet de la sexualité, comme Soledad, rejet de la castration et donc de son destin de femme, également comme Soledad, et le choix du père comme objet, et dans ce cas, elle choisit, dit-on, d'avoir un enfant pénis de son père et fait de sa mère une rivale, tout en s'identifiant à elle. Un peu comme Charlotte, je dirais. Ces filles rebelles aiment l'amour et les corps. Elles passent par le stade du miroir qui les révèle à elles-mêmes. Miroir, élément essentiel de l'assomption à l'homme à son identité de futur sujet. Je me vois, donc je suis. Ainsi, chaque fille rencontre son double à un moment de son périple initiatique. Et l'image spéculaire génère un « je » primordial qui finira par se construire dans un jeu d'identification à autrui, ici maternel. Charlotte, reflet de sa mère et de sa tante, écrit un livre double d'elle-même, soulignant cette conception baroque du monde commune aux 3 romans, vie ou théâtre. Soledad procède de même en racontant la vie de sa mère, Frasquita, vie elle-même rapportée par Anita, la sœur aînée, et la couture est suppléée par les mots tissés, le texte. La voix commença de raconter notre histoire. Dans sa voix, nos doubles ont poussé comme des bambous. C'est ainsi qu'on peut lire aussi, d'ailleurs, ces prix lycéens au prisme de la mythocritique. Avec Vera, Frasquita et ses filles, Charlotte et ses ascendantes, le parcours féminin est jalonné de haltes antiques et bibliques qui sont autant de remontées aux origines de la création. 2 moments clés auréolent l'existence de Frasquita Carrasco. Le cœur de soie qu'elle a cousu sur la Madone se met curieusement à palpiter lors d'une procession, donnant du crédit aux croyances en le miracle de la Vierge. Elle apparaît alors comme une démystificatrice aux yeux du prêtre qui la condamne avec indulgence. « C'est toi qui as brodé le cœur ? Oui, je ne comprends pas pourquoi personne ne l'a fait avant moi. Elle était si vide. Est-ce les hommes qui lui ont arraché le cœur ?» Le père resta un moment sans voix face à la naïveté et au talent de Frasquita. Puis, cédant à la panique, il se fâcha. « Mais te rends-tu compte que tout le village est en train de crier au miracle ?» Mauvaise fille que Frasquita, qui énonce la parabole de l'ingratitude des hommes. La mystification, en fait, devient expérience de dessillement. Mauvaise fille aussi que cette jeune mère qui se donne corps et âme à celui dont elle a recousu l'habit, accroché à la grille en fer forgé de sa maison. C'est Hérédia qui a soif d'elle. Le combat de coq, d'ailleurs organisé par le mari de Frasquita, José, et l'époux, donc qui est son époux, et donc ce fameux Hérédia, est vécu d'ailleurs transcrit comme un corps à corps sensuel, la lutte devenant le support d'une jouissance croissante et même, pourrait-on dire, d'une écriture orgasmique. Un corps à corps tendu vers le rêve d'une autre étreinte, écrit Carole Martinez. Le refus de regarder en arrière, désir de s'enferrer dans sa détermination de jouir de son corps et de ses 3 filles, se dégage des mythes fondateurs. Je passe très vite sur les mythes fondateurs.
D'abord, ne pas se retourner, Orphée désavoué. Orphée appartient aux figures majeures de la mythologie antique. Et donc, il nous permet de reprendre ces ouvrages selon la théorie de Walter Benjamin, avec cette théorie du racontage, ces aventures féminines reliées au mythe d'Orphée. Je voudrais évoquer simplement, rapidement, tous les incipits de ces 3 romans qui commencent comme des chroniques d'une mort annoncée. Mon nom est Soledad, je suis née avec des bras morts incapables d'enlacer, la traversée. Il faudra bien que tout ce sable retourne un jour au désert. Je vous laisse découvrir les autres. Autre point également, on peut lire ces ouvrages avec l'image donc du mythe d'Œdipe, mais aussi d'Antigone, au nom du père, toujours, avec donc ce mythe inversé notamment dans Charlotte, qui, lorsqu'elle revient du camp de Gurs où elle a été internée, va donc subir les avances de son grand-père, et donc lorsqu'il sera retourné dans le Midi, soulagé, donc il meurt, et Charlotte avoue plus tard qu'elle l'a empoisonné. Et puis, j'aurais quand même voulu aussi évoquer, en 2 minutes, Lot, Lilith et Judith, des mamans et des putains. Ce matin, on a eu une allusion à Klimt, et Charlotte Salomon adorait Klimt aussi. Et donc, c'est ainsi qu'on peut aussi retrouver ces allusions, aussi bien avec Frasquita qu'avec ses filles, et cette transmission donc, de l'enfantement jusqu'au refus de sa fille Soledad, qui est en train d'écrire, qui préfère créer plutôt que procréer. Alors, en conclusion, ces 3 romans confirment la théorie du racontage de Walter Benjamin, selon laquelle le conte, encore aujourd'hui, reste le premier conseiller de l'enfance, parce qu'il fut jadis le premier conseiller de l'humanité. Ils associent à la considération de la voix, quiconque écoute une histoire se trouve en compagnie de celui qui la raconte, même celui qui la lit. Une autre qui la suit immédiatement et concerne la poésie. Même celui qui lit une poésie est enclin à prêter sa voix aux mots en vue d'un auditeur virtuel. Ces histoires de filles suggèrent la force de l'oralité de l'écriture, d'une lecture par l'oreille. Écoutez, mes sœurs, écoutez cette rumeur qui emplit la nuit, écoutez le bruit des mers. Leurs plaintes sont passées dans les soupes, larmes de lait, de sang, larmes épicées, saveurs salées, sucrées, onctueuses larmes au palais des hommes, déclare Soledad. Et n'oublions pas non plus que finalement, elles écrivent des petites légendes des siècles, une suite de petites épopées d'adolescentes égarées, exilées à elles-mêmes. Ce sont de nouvelles Lala au désert. Elles construisent des romans émerveillés entre tragédie et poèmes. Elles nous rappellent que tout nous est enseigné à la fois. L'intensité du feu, l'eau du puits, les prières, les morts, l'aiguille et le fil. Je vous remercie.